Hartmut Elsenhans, il est malade, alors il m'a demandé de présenter son texte. Et il parle sur les transformations de la solution intermédiaire. La prolongation de la guerre d'Algérie n'est pas due à l'importance des intérêts français dans ce pays. Elle est due à une configuration dans laquelle l'absence de tels intérêts permis une confusion de l'opinion ne pouvant être surmontée que lorsque les conséquences et les retombées de cette guerre se firent sentir. On a l'impression que la France a des droits sur l'Algérie dont le droit d'y rester en raison de l'œuvre accomplie. L'échiquier des forces du début de la guerre d'Algérie comporte peut-être des intérêts économiques envisageant un avenir avec les jeunes nationalistes, mais l'aile dynamique du néocolonialisme demeure très faible. Cependant, de larges fractions de l'opinion admettent que des réformes sont nécessaires. Presque la moitié, 47% des personnes interrogées, considèrent que le rétablissement de l'ordre doit s'accompagner de réformes. 30% qu'il faut d'abord rétablir l'ordre. Alors, c'était en mars 1956. C'est parmi les industriels et les commerçants que le préalable du rétablissement de l'ordre trouve le plus de soutien. Et parmi les ouvriers, seulement un quart, les employés, 30%, et les paysans, un quart, qui est le plus repoussé. Parmi les camps politiques du centre, ça veut dire les partis SFIO, radicaux, le MRP, le parallélisme entre ordre et réforme a une nette majorité, tandis que les partis de droite sont partagés, moitié pour l'ordre, moitié pour les réformes. Cette répartition correspond au vote récent à l'Assemblée nationale dans laquelle les partis du centre surnommés ont milité pour des réformes dans le cadre français en Algérie. Il existe donc une base politique en faveur des réformes, mais sans soutenir l'indépendance ou un processus menant éventuellement à l'indépendance. Mais toutes les évolutions de la France sont vaines si le FLN rejette tout accord ne menant pas explicitement à l'indépendance. La base politique en France, fermement groupée autour de réformes dans le cadre français, est donc aussi longtemps en désaccord avec le FLN qu'elle n'envisage pas de solution intermédiaire au niveau de la coopération étroite entre la France et une Algérie dirigée par le FLN. En août 1957, alors que les débats sur la torture en Algérie avaient déjà été lancés, l'IFOP demandait aux Français la question, je cite, « Dans ces colonies, protectorats et territoires sous mandat, estimez que vous, la France, a fait un très bon travail, un assez bon travail, un mauvais travail ou un très mauvais travail ?» Alors, l'opinion négative des partisans du PCF, pour qui la France a effectué un très bon travail seulement à 5%, et un quart pour un assez bon travail. Il faut dire que le pourcentage des personnes interrogées favorables à l'œuvre française ne constitue que 61% de l'ensemble. Pour les partisans de la SFIO, les personnes interrogées favorables représentent plus que 70% du total, aussi comme pour le MRP et les radicaux. Le pourcentage pour les gaullistes est beaucoup plus élevé. Ces données ne dépendant pas à l'âge, mais du niveau d'éducation. 85% des personnes interrogées ayant une éducation supérieure jugent favorable l'œuvre française dans ces colonies pour 82% de celles qui ont obtenu le baccalauréat et 61% de celles ayant fréquenté l'école secondaire. Par contre, le taux pour les personnes n'ayant fréquenté que l'école primaire ou sans instruction sont beaucoup plus basses. On peut donc considérer que la grande majorité des Français, à l'exception des partisans du PCF, étaient convaincus que la France avait rempli sa mission civilisatrice dans les territoires d'outre-mer
et qu'elle avait acquis le droit d'y rester. Alors, il faut un peu abréger maintenant. Non, 5 minutes, on fait, oui. Ok. Les Français, dans leur grande majorité, n'envisagent pas l'indépendance totale comme une réalité à laquelle la France doit contribuer, par exemple par des négociations avec le FLN. De même, ils ne sont pas convaincus que l'Algérie restera française dans un délai prévisible, mais ils sont pour des réformes. En mars 1956, ce n'est que dans le camp gaulliste que les partisans de l'ordre d'abord sont en majorité. Mais les Français sont aussi contre l'indépendance. À la question, je cite, « S'il fallait absolument choisir entre les deux solutions extrêmes suivantes, laquelle préférez-vous? Donner l'indépendance totale à l'Algérie ou essayer par tous les moyens militaires possibles d'écraser la rébellion ?» 38% des personnes interrogées choisissent l'indépendance et 36% choisissent l'écrasement de la rébellion. Puisque 90% des sympathisants communistes sont pour l'indépendance, le camp de l'écrasement de la rébellion est majoritaire dans tous les camps politiques et minoritaires dans les catégories socio-professionnelles suivantes: cadres moyens, employés, ouvriers. En août 1957, il y a une majorité de 2/3 opposés à l'indépendance complète, ce malgré 2/3 des sympathisants communistes favorables à l'indépendance complète de l'Algérie. Au centre de l'échiquier politique, les adversaires de l'indépendance totale devancent les adhérents dans une proportion de 2 contre 1, à droite de 3 contre 1, et parmi les 23% des gaullistes qui considèrent la revendication de l'indépendance comme justifiée, un tiers pense que cela ne doit pas entraîner l'indépendance totale. Si presque 90% des sympathisants communistes considèrent l'indépendance de l'Algérie comme justifiée, seulement 6% croient que cela ne doit pas entraîner l'indépendance complète de l'Algérie. Il y a pourtant évolution dans le camp des partisans de la solution intermédiaire. Les partisans du maintien du statut de l'Algérie comme département français diminuent de 50% en octobre 1955, successivement à 35% en août 1957. Pardon, 56. 57, oui. Garder le statut du département français ne signifie pas l'intégration telle que proposée par l'armée française à partir de 1957 dans son effort de propagande envers les populations algériennes. Le département français est le statut en vigueur, un statut qui pourrait être aménagé en donnant plus de droits aux institutions colonialistes qui existent, par exemple une assemblée algérienne à réélire après sa dissolution fin 1955. Le taux de personnes acceptant un lien différent entre l'Algérie et la France progresse d'un quart en octobre 1955 à 40% en septembre 1957. Outre les sympathisants communistes, un taux à 80%, ce sont les cadres et les professions libérales qui évoluent. 2/3 de ceux-ci sont pour un lien différent, de même que 46% des commerçants et presque la moitié des employés. C'est l'indépendance dans la coopération qui devient la solution intermédiaire. En avril 1961, la moitié des interviewés croient qu'en définitive, l'Algérie sera indépendante, mais qu'elle cherchera à garder des rapports avec la France. Et seulement 19% croient qu'elle sera indépendante et cherchera à avoir le moins de rapports possible avec la France. Alors, les Français se rallient à une formulation de la solution intermédiaire, incluant l'indépendance totale de l'Algérie dans un climat de détérioration de leurs attentes concernant les perspectives de l'Algérie française. Cette détérioration des attentes n'est cependant pas linéaire.
Les événements de 1958 ne changent pas le déclin de la confiance dans une perspective française de l'Algérie. En août 1958, 40% des personnes interrogées sont d'accord avec la vision qu'il faudra tôt ou tard donner l'indépendance politique à l'Algérie, contre 36 qui récusent cette vision. En février 1959, tant qu'avant le discours sur l'autodétermination de De Gaulle, plus de la moitié des interviewés s'attendent à l'indépendance tôt ou tard, contre 30% d'opinion d'inverse. En août 1957, ceux qui croient à une Algérie encore française dans 10 ans constituent la majorité dans tous les camps politiques, à l'exception des sympathisants communistes. 6 mois plus tard, ceux qui croient en l'Algérie française n'ont plus qu'une avance très légère dans les camps politiques du centre. Ça veut dire le SFIO, le MRP et les radicaux. En résumé, l'opinion française ne veut ni l'Algérie indépendante, ni l'intégration. L'Algérie est considérée à partir de l'envoi du contingent comme le problème le plus important mentionné dans les sondages d'opinion, mais pour la majorité des Français, l'Algérie française n'est pas un problème vital. Il faut donc prendre en compte ce désintérêt, isoler les minorités favorables à l'intégration et à la victoire, et à tout prix trouver une stratégie d'ensemble du rôle de la France dans le monde dans lequel l'Algérie française ne joue pas un rôle important. Pour convaincre les Français moyens que la France a accompli une œuvre digne qui correspond à son rôle de grande puissance, il faut démontrer que la France octroie l'indépendance en sortant victorieuse de l'épreuve militaire. Elle octroie l'indépendance parce que la guerre d'Algérie bouge l'avenir de la France. La France doit être victorieuse sur le terrain, d'où les efforts du plan Chal. La France doit accorder l'indépendance à un adversaire essoufflé que l'on ne traite pas comme un interlocuteur représentatif, mais comme une tendance importante parmi d'autres, d'où l'effort de créer une élite politique par les élections municipales de 1959 et les élections cantonales de 1960. Ce sont les manifestations dans les villes algériennes de décembre 1960 qui révèlent que de telles tendances ne jouent pas de rôle important, mais le virement de l'opinion française se produit après les barricades et le discours du général de Gaulle sur l'Algérie algérienne. De Gaulle réussit cette éducation de la majorité silencieuse non seulement par son réalisme, mais aussi parce qu'il propose de nouvelles perspectives pour que la France garde son rang. L'Algérie cessait de tenir son rôle de tête de pont français, donnant accès, au moins sur le plan géostratégique, à l'Afrique noire dès que l'Afrique noire gagnait son indépendance. Or, la France ne pouvait s'opposer au mouvement de décolonisation dans tous les territoires de son empire par des guerres d'occupation. De la clé de voûte de l'ensemble français en Afrique, l'Algérie devenait un obstacle. Les nouveaux dirigeants en Afrique noire se sentaient mal à l'aise dans le mouvement tiers-mondiste que De Gaulle ne pouvait que saluer avec sa politique d'indépendance des blocs. Pour garder de bonnes relations avec les pays nouvellement indépendants issus de l'Empire français, il fallait terminer la guerre d'Algérie. L'Algérie n'était un marché qu'en apparence. Ce marché était alimenté par des rentes sur le blé et le vin algérien payés par la métropole, et pendant la guerre d'Algérie par les dépenses militaires. Ce n'était pas un marché important pour l'industrie française moderne, mais un repli pour les branches non dynamiques. Si la France voulait se moderniser, il lui fallait se lancer à travers l'entreprise européenne sur le marché mondial. De même, l'Algérie ne représentait guère une source d'approvisionnement en matières premières. Le blé et le vin algérien bénéficiaient des mesures protectionnistes en faveur de la colonisation européenne. Le fer et le phosphate étaient plus riches au Maroc et en Tunisie. De plus, on découvrit pendant la guerre d'Algérie des sources plus importantes en Afrique subsaharienne. Si la France avait voulu faire évoluer les populations dans ces pays liés par des réformes économiques, c'est elle qui aurait dû payer les coûts, tandis que
des groupes étrangers qui étaient indispensables à la mise en valeur de ces gisements auraient eu accès à ces sources au prix du marché mondial. On pouvait mieux exploiter des pays indépendants que des pays dépendants pouvant formuler des revendications sociales et économiques vers un pouvoir colonial attaché à son œuvre. Restait le problème saharien. Les capitaux internationaux boudèrent le pétrole après le déclenchement de l'insurrection. La France le développa de ses propres ressources en mobilisant l'épargne nationale sous différentes formes, garantissant au secteur pétrolier public le pouvoir de décision. Le pétrole saharien arriva en Europe en pleine expansion du marché pétrolier. Cette expansion était due à la substitution du charbon par le fioul. Malheureusement, la bonne qualité du pétrole saharien, le haut pourcentage de produits légers, était peu adapté à ce profil de la demande. Il fallait vendre les produits légers ailleurs, sur les marchés de carburant. La France devait abandonner son national pétrolisme. Elle bénéficiait de son secteur politique, de son secteur public pour la diversification régionale vers des pays sourcilleux de leur souveraineté, de leurs ressources, jusqu'à ce que le régime séculier à orientation nationaliste s'écroule. Ce secteur était aussi l'infrastructure financière pour les opérations en Afrique subsaharienne. À la place de l'empire colonial, la France développa une politique tiers-mondiste. Elle fut la seule parmi les grandes puissances occidentales récusant la politique des blocs. Parmi ces puissances, elle était la plus favorable aux revendications du tiers-monde pour des prix des matières premières plus élevés. Pour pouvoir jouer ce rôle, il fallait pourtant que la France ne s'enlise pas dans une guerre de fantassins dans les montagnes algériennes. Il lui fallait l'arme nucléaire. La guerre d'Algérie entrait en concurrence avec l'armée moderne à construire. La France ne pouvait pas se permettre des forces nucléaires très diversifiées. Dès que le sanctuaire national était en danger, elle devait pouvoir menacer avec des armes atomiques, même si cela entraînait sa destruction par l'adversaire. On ne peut pas dissuader de cette manière un adversaire qui occuperait un territoire dépendant uniquement de la France. Pour résumer, l'intérêt de la France est donc de quitter l'Algérie. Par son action modernisatrice, la République algérienne a pu naître. Sans la France, pas d'Algérie unitaire. Cette idée d'une France généreuse qui accorde l'indépendance malgré la défaite militaire du FLN est constitutive de la nouvelle projection de la grandeur française. Par rapport à la confrontation entre les blocs de la guerre froide, la France va toujours donner un poids particulier aux positions du tiers-monde, notamment aux pays arabes dans leur conflit avec Israël. À l'intérieur du monde occidental, la France se comporte comme un porte-parole des intérêts des pays du tiers-monde, notamment de ceux qui sont gouvernés par des tendances du nationalisme séculier. Par la réorientation de sa politique globale, De Gaulle sauve l'image de la France. On peut douter qu'un travail de mémoire puisse ébranler ses convictions. Merci. Les thèses politiques d'Arnaud Delfrénan avec l'arrière-fond de son analyse économique. Tout de suite les questions auxquelles nous répondons tous, en quelque sorte, maintenant c'est une question générale. Je vais l'agacer un peu. Je le sens. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que le monde colonial, je dirais, entreprises, commerçants, je sais pas, ils payaient les... Je ne sais pas du tout, hein, donc je pose une question, j'ignore naturellement la chose, qui est peut-être la réponse. Il y avait aussi des taxes sur les échanges, sur ce qu'on appelle la taxe à la production. Alors je sais bien qu'à 1984, si je ne me trompe, l'Algérie est assimilée à la France, donc il n'y a plus de droit de douane. Hein, mais je dirais, une partie de l'équipement colonial, tout de même, est financée peut-être, je ne sais pas, par ces taxes sur la production, les échanges, je ne sais pas, sur les flux, quoi, je dirais, où bon, il n'y a pas la taxe de la valeur ajoutée, comme à partir des années 50, 1950, mais
oui, du taxe sur la valeur des flux, quoi, voilà. Merci. Non, c'est de toute façon, je sais pas, dans le papier, vous l'avez de toute façon la réponse, puisque si vous prenez les impôts sur les échanges, les impôts indirects, l'un des les principaux impôts, notamment sur les importations qui venaient de France, c'est l'octroi de mer, les droits de douane. Bon, vous avez les chiffres, hein, vous avez les chiffres, mais de toute façon, la question, pour l'octroi de mer, par exemple, les droits de douane, donc c'est réglé en bloc par les importateurs et ça concerne tous les produits de consommation courante, sucre, café, thé, poivre, bougies, etc. Par exemple, alors je donne un exemple, les Algériens, en 1845 par exemple, il est prévu de prélever 5 francs par quintal de sucre et seulement 3 francs par quintal de fromage. Alors, qui est-ce qui consomme du sucre, qui est-ce qui consomme du fromage? Un siècle plus tard, en 1930, le kilo de sel supporte 0 francs 63 kilo de sel, alors que le litre de vin, que ne boivent pas les musulmans, n'acquitte que 0,32. Donc là aussi, il y a des problèmes, c'est-à-dire quand on fait l'analyse produit par produit, qu'est-ce qui est taxé, qu'est-ce qui n'est pas taxé, etc. Il y a des choses à découvrir. Autrement, je répète, 1918, les choses vont changer. Hein, donc attention, hein, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, il y a une dynamique qui s'est faite de 1845 jusqu'à 1918, qui a laissé énormément de traces, mais les choses ont tout de même changé après 1918. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Disons que sous l'impulsion parisienne, l'État français, je ne parle pas de ses représentations d'administration coloniale, l'État français a commencé à faire bouger les choses et à mener une sorte de politique, disons, d'intégration. Alors là, il faut rejoindre la thèse des Elzins ou des choses comme ça, d'intégration des populations, disons, algériennes ou indigènes dans le système, c'est-à-dire leur montrer les bénéfices du système, en quelque sorte, et donc supprimer un certain nombre de mesures discriminatoires et, disons, séparatives, en quelque sorte. D'autant plus que, sur le plan finance publique, l'autonomie a été donnée donc, aux 3 départements d'Algérie, que les comptes, disons, sont beaucoup plus nets, en quelque sorte. On voit ce qui vient d'Algérie, ce qui vient de Paris, ce qui ne vient pas, etc. Les impôts ont été changés, puisque la viticulture, tout de même, commençait à représenter une grosse partie de la création de richesse. Et donc, ça a engendré aussi des mouvements de commerce, des mouvements d'investissement, de tas de choses comme ça, qui rendaient la situation différente. Mieux encore, disons que le travail que j'ai fait, j'estime à peu près à une trentaine de mille d'Algériens qui sont devenus, disons, des agriculteurs, dans le sens marchand, en quelque sorte, qui se sont convertis donc aussi bien à la vigne qu'aux agrumes, etc. Une minorité, mais l'embryon d'une dynamique qui allait donner des résultats après la Seconde Guerre mondiale, où certains obstacles juridiques ont été levés, plein de choses comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les discriminations communautaires sur le plan. Vous analysez les questions de l'eau, c'est-à-dire comment on peut avoir accès à l'irrigation, est-ce qu'on peut creuser un puits, est-ce qu'on ne peut pas creuser un puits. C'est des détails sur lesquels, sur le plan de l'émotion ne permet pas d'aller dans ce type de détails. Mais quand vous allez fouiller dans les faits concrets, dans la législation, vous allez découvrir par exemple que pour un Algérien, même après la loi de 1942, surtout après la loi sur l'eau de 1942, il n'avait pas le droit de creuser un puits. Qu'il y a eu des recours en cassation qui ont
c'est très intéressant de voir comment, jusqu'à la cassation, la Cour de cassation en France, qui a donné, donc qui a interdit à un simple Algérien qui avait protesté de creuser un puits, alors que les colons, eux, étaient pratiquement libres de le faire. On ne peut pas traiter tous Oui, les problèmes, mais je voulais un petit peu faire attention. On risque de tordre le bâton dans l'autre sens. L'imposition a été destructrice, c'est un prélèvement sur les Algériens qui a profité au budget à la fois privé, si j'en puis dire, et d'investissement en faveur du colonnat. Bon. Mais les choses changent beaucoup après la Première Guerre mondiale parce que, alors là, Daniel Lefebvre a raison sur les chiffres, il est bien évident que le budget de l'Algérie devient déficitaire et que la part de soutien du budget métropolitain augmente. Donc, que la colonisation privée vit en quelque sorte sur le renfort du budget public dont les ressources sont métropolitaines. Et ça, c'est précisément l'impasse d'une colonie qui est enfermée dans son pacte colonial. Alors, la deuxième chose dont on n'a pas discuté, qui me semble importante, c'est ta façon de traiter de ce que tu appelles l'ethnicisation. À la fois l'ethnicisation dans le vocabulaire d'aujourd'hui et l'ethnicisation dans, si je peux dire, les formes de la discrimination économique ou de l'inégalité économique. Alors je crois que c'est très important, mais il faut, c'est là qu'il faut aller vers une explication globale et non pas seulement économique. Bon. La discrimination économique s'inscrit dans le rapport colonial dont la définition est de la discrimination. Et quelle est la discrimination que toutes les colonisations ont pratiquée? Toutes, qu'elles soient hollandaises, britanniques ou autres. C'est une discrimination qui maintient les sociétés colonisées sous un statut confessionnel et ethnique. Et même elles en rajoutent. Elles en rajoutent dans la division ethnique. Donc, c'est pas étonnant le chaos d'aujourd'hui. Le chaos d'aujourd'hui, c'est le produit de l'histoire coloniale, puisque, en quelque sorte, l'évolution des sociétés colonisées a été bloquée par cette imposition qui appartient à la nature du rapport colonial, qui met la discrimination, qui interdit la société civile et politique. Vous voyez, c'est pourquoi je dis les deux registres que tu emploies, faut établir leur liaison, c'est tout. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec les bêtises qu'on peut raconter sur l'histoire économique directe ou des catégories de classe qui n'ont pas lieu les autres là, mais que tu retournes différemment, toi, que tu emploies tout à fait différemment. Non, c'est pas, si tu permets juste un mot. Oui. La question, si tu veux, de l'ethnicisation, en quelque sorte, disons, c'est une culture d'abord qu'on connaît, hein, il a cité des phrases de vision de Gramsci, diffus, qui font une culture... la répétition, oui, voilà, clichés, tout ça, etc. Mais ça va plus loin tout de même sur le plan quand il s'agit d'un État, c'est-à-dire qui ne donne pas, au sens tocquevillien, l'égalité des conditions, en quelque sorte, et qui aggrave en plus sur des sujets, sur la question de l'économie à la limite, que je as remarqué. Je donne par exemple les dépenses pour le culte. La loi de 1905, ou des choses comme ça, ou un truc comme ça, pourquoi l'État français, ou l'État colonial, disons l'appendice colonial de l'État parisien, parce qu'il faut faire une distinction tout de même, hein, c'est pas toujours évident que ça soit la même administration, les mêmes comportements, les mêmes trucs. Qu'on dépense pour les églises 100 fois plus que pour les mosquées, alors que la population... Donc on identifie, c'est-à-dire on sépare les gens en quelque sorte, c'est-à-dire on ne leur rend pas le service public égal. C'est ça le problème, c'est pas tellement une question de sous, c'est comme ça. C'est l'attitude que va avoir la population dite musulmane face à une administration qui ne lui rend pas le service public égal.
l'un des trois piliers, donc l'opposition, la revendication politique, à un État algérien. C'est-à-dire que je veux le service public. Hein. Est-ce que cette revendication a été satisfaite après l'indépendance? Vaste question. Hein. Des questions? Et sur la partie gaulliste, je voudrais qu'on dise quelques Oui. mots. Alors, ces sondages, je vais vous poser une question de... Je sais pas, peut-être vous venez aussi... Nous, je sais bien, on en est un peu revenu des sondages, voilà ce que je voulais dire, depuis un certain nombre d'années. Donc, votre sondage sur 38-36% me fascine. Je ne sais plus quelle est la date. En gros, un gros tiers pour l'indépendance, un gros tiers pour liquider tout le monde. Liquider le FLN, et il y a l'autre tiers, quoi, finalement. Et là, finalement, est-ce que c'est fiable un sondage comme ça? Voilà. Alors, je sais bien, c'est une question bête, mais qui ne peut appeler qu'une réponse floue. Mais on a tous envie de liquider l'adversaire à un moment donné. Et puis, tout de même, il y a un gros tiers qui se dit non, c'est stupide, quoi. Et donc, dans ce cas-là, il y a un gros tiers qui ne répond pas. Et c'est ce gros tiers, c'est toujours l'inconnu qui pose problème, quoi. C'est le tiers qui ne répond ni en faveur de l'écrasement, ni en faveur de l'indépendance. Vous voyez un peu ma question, quoi. Donc, comment analyser ce tiers blanc, si je puis dire, ou sans opinion, vous voyez? C'est pas propre à ce type de sondage. Je sais pas, vous voulez répondre sur ça? Je dirais une chose. La réalité coloniale n'était pas si proche pour la population métropolitaine. Alors, j'ai toujours lu des choses par des enseignants qui ont dit à l'école, on a martelé le point que l'Algérie, c'est la France. Mais parce que la réalité coloniale est si loin pour des expériences de la population métropolitaine, je pense que ça ne m'étonne pas qu'il y a toujours un grand un tiers de la population qui n'ont pas effectivement une opinion. Et en fait... Vous avez toutes ces 15%, c'est 20%. Et là, c'est un gros tiers. C'est le moment de l'évolution, c'est-à-dire de la solution intermédiaire, ce qui rend un tiers muet. Oui, je voudrais simplement, là, parce que c'est un point je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que Harput-Elsenand se fait de l'évolution de l'opinion française. Bon. Mais j'ai une divergence par rapport à son analyse de la position du général de Gaulle. Non pas pour sonder le général de Gaulle dans ses pensées profondes, mais par rapport à la façon dont il a marché en reculant pour vaincre les obstacles qui sont apparents, évidents, dans les sondages qui traduisent ce qu'on appelle bêtement l'opinion. Donc, ce point de vue... Alors, pour résumer Elsenand, il y a 3 temps. Au départ, l'Algérie, c'est la France, à 79%, bon, sauf pour les communistes. Bon, on n'a pas les gauchistes dans les sondages. Bon. Et d'autre part, l'évolution intermédiaire, c'est celle que vous venez d'évoquer. Les choses se décantent. Bon, elles se décantent tiers-tiers, quoi. Et l'aboutissement, c'est la déperdition de l'Algérie française. L'idée, en quelque sorte, l'idée que l'Algérie française, c'est fini, quoi. Mais c'est l'Algérie française des Européens d'Algérie. C'est ça. C'est l'Algérie française revendiquée par les Européens d'Algérie qui fait la déperdition, en quelque sorte. Parce que il bouche l'avenir, quoi. Donc, alors, dans cette déperdition de l'Algérie française, bêtement, disons, pied noir pour mettre un adjectif, bon, De Gaulle rencontre 2 obstacles. Et ces 2 obstacles, effectivement, il faudra qu'il les tourne. Ça, c'est pas dans les sondages. L'obstacle qu'il doit surmonter, c'est l'armée. Il faut en quelque sorte qu'il déplace
l'orientation de l'armée. Donc là, c'est un changement d'orientation. Et il faut un recadrage, et il le recadre vers l'Europe et vers l'arme nucléaire. Donc c'est le déplacement de l'opposition de l'armée. Et le deuxième obstacle, effectivement, c'est les Algériens. Les Européens, ceux qui se sont dit algériens pratiquement jusque-là. Donc, ces Européens, et cela, ça apparaît de plus en plus comme une place qui n'est pas nécessaire à la vision française. Donc ça tombe. Mais je crois qu'il y a un moment quand même crucial, c'est quand même le moment, disons, du 13 mai. Car dans l'histoire proprement coloniale, il y a deux formes de domination coloniale exercées en Algérie. Il y a la domination coloniale des colons, les mairies, les conseils généraux, et puis les intérêts colons. Bon. Et il y a l'armée. Et l'armée, c'est le drapeau. C'est pas les colons, même il y a une opposition. Bon. Et par contre, au 13 mai, s'est produit une sorte de collusion. Une collusion, du reste, qui a permis l'avènement de Gaulle, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment un poids très difficile à dissocier. Il faut dissocier cette alliance qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la domination de l'Algérie, cette alliance entre, disons, colons ou Français d'Algérie et militaires. Et c'est probablement une des causes de lenteur. Il ne faut pas trop embellir l'opération que De Gaulle réussit. Au moins, c'est mon sentiment. Là, il se trouve que j'ai fait un colloque sur Ben Barka, etc. Bon. Et Ben Barka, qui devait être, au moment de son assassinat, enfin de sa disparition, devait être reçu par le général de Gaulle à l'Élysée. Hein, parce que Ben Barka, si j'ai pu dire, se tenait à l'écoute, et de Gaulle réciproquement, se tenait à l'écoute de l'évolution à l'adresse du tiers-monde. Donc, mais Ben Barka a fait un rapport absolument extraordinaire 1 mois et demi avant, où il explique, mais la politique française, il y en a deux. Et malheureusement, de Gaulle ne peut pas la faire basculer. Il y a une politique de discours qui est tiers-mondiste, à usage de marge par rapport aux États-Unis, à usage africain, à usage asiatique, de la position française. Et il y a la réalité. Et la réalité, ça s'appelle la politique Foccart. C'est-à-dire, et ça, on n'a jamais vu en France la politique tiers-mondiste l'emporter sur la politique Foccart. Et ne croyez pas si bien dire. Et encore. Bon. Non. Non, oui, d'accord. Ça n'est une autre. Ça serait une autre forme d'illustration. Non, mais je permets de dire ça. Est-ce que la politique, la question que tu poses, elle est très simple. Est-ce que la politique de la France, c'est la politique de l'État français ou d'autre chose? Ah ben oui, c'est toute la question quand tous nous employons le mot France abusivement. Donc il y a une politique. Des malades. Il y a une politique de l'histoire nationale. Moi, je l'ai expérimenté pratiquement. Il y a une politique de l'État français qui n'est pas toujours celle mise en œuvre. Oui. Je voudrais dire un mot. Non, c'était pour que ces questions ne soient pas évacuées que je les ai. Oui, deux choses importantes sur la connaissance des réactions des pieds noirs. D'abord, quand les pieds noirs se disent Algérie française. Quand les pieds noirs se disent Algérie française, à un certain moment, c'est parce que invoquer l'Algérie française, c'est pour eux, ça leur semble la meilleure garantie pour rester en Algérie. Avant Melun, beaucoup de pieds noirs, même appartenant à ceux qui après seront très Algérie française, étaient prêts à prendre la nationalité algérienne. Si Melun avait réussi, il se faisait algérien. Ça, c'est l'opinion de tous mes condisciples de la faculté d'Alger, qui étaient pourtant très Algérie française. Deuxièmement, le 13 mai. Le 13 mai 58, il y a eu deux choses. Il y a eu premièrement le rassemblement populaire des petits blancs organisé par l'armée, mais au cours duquel il y a eu un véritable miracle dans la perception par les pieds noirs de la communauté indigène.
autant les indigènes n'ont pas adhéré là, à l'intégration et à tout ce qu'on a raconté, autant les pieds noirs, oui. Et je l'ai vu se dire, mais grand Dieu, on a été des imbéciles de ne pas considérer les indigènes comme des hommes comme nous. Ça a été ça, ce miracle-là, il était que dans ce sens-là. Maintenant, ça n'avait rien à voir avec le jeu des militaires, et notamment de Delbecq et autres, qui avaient été là, eux, pour monter le complot devant ramener De Gaulle au pouvoir. Parce que l'origine, elle est là, et c'était eux parfaitement conscients, pas chez tous les militaires, chez le petit groupe des gaullistes, qui a été contre les autres militaires. Et après, ce que vous appelez très justement là, les 2 pas en avant ou 3 pas en arrière de Gaulle, ben, c'est la nécessité de tenir compte des militaires qu'il avait mis au pouvoir et dont il ne voulait pas appliquer la politique. Et moi, j'ai revêtu étrangement la même impression avec Bouteflika, mis au pouvoir par une armée dont il ne veut plus appliquer la politique. Et il fait comme De Gaulle, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Il y a une réserve même à propos de l'opinion des pieds noirs. On la connaît pas. Je remercie. Non, et c'est pour ça que je dis, moi, ma demande, Je remercie. c'est qu'il y ait des historiens qui s'y penchent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons une expression institutionnelle de l'opinion publique pieds noirs à partir justement de la Première Guerre mondiale, lorsque ont été instituées les délégations financières, et c'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, les représentations pieds noirs ou algériennes devenaient des députés à Paris, donc c'était pas la même expression. Par contre, disons entre la première moitié du XXe siècle à Alger, il y avait des représentations locales et qui restaient, qui débattaient localement, donc qui ne débattaient pas dans un cadre de type national, etc. Et on a l'opinion là des pieds noirs. Et je poursuis juste brièvement sur ce que vient de dire monsieur, c'est que quand il dit que les pieds noirs voulaient devenir algériens, en tout cas au niveau des représentations locales dès la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement, une expression peut-être de notabilité pieds noirs, etc., un rêve autonomiste qui se met en place dans le discours pieds noirs, mais je dirais malheureusement avec la réserve que c'est un rêve autonomiste, c'est nous qui gouvernons et les autres sont gouvernés, c'est clair. Donc, c'est le rêve aboli à la fin du 19e siècle. Aussi, les représentants soi-disant de la communauté pieds noirs aux délégations financières, c'est la petite frange des pieds noirs qui gouvernent. Tout à fait. La petite frange des colons. Tout à fait. Moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait un jour une étude historique complète sur ce que j'appelle, que d'autres ont appelé les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire toute cette masse de pieds noirs que l'OS a prétendu représenter et qu'elle ne représente pas du tout. Et quand vous additionnez le nombre de pieds noirs qui sont passés au maquis, le nombre de pieds noirs qui, sans aller au maquis, ont soutenu l'indépendance de l'Algérienne, quand vous ramenez ce nombre-là au pourcentage de la population pieds noirs, la proportion est plus importante qu'en France. Mais personne ne l'a étudié. Et personne ne l'étudie jamais. Comme vous n'avez pas parlé, je vous laisse le mot, mais il faut qu'on descende. Ce sera la dernière question parce que la restitution va